Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du chef-d'œuvre de Sam Raimi, The Evil Dead. Ah, bah c'est bizarre ça, on voit plus rien. Qui c'est qui a éteint la lumière? Heureusement que j'ai ma lampe de studio avec moi qui fonctionne avec les piles. Des vieilles bonnes piles. Bon bah le courant a pété, c'est pas grave, on fera comme ça. Reprenons si vous voulez bien. Evil Dead, c'est le film d'horreur que vous devez voir si vous aimez le genre et surtout si vous aimez le cinéma. Parce que oui, Evil Dead, c'est le film culte par excellence. Mais avant de commencer, Evil Dead, ça parle de quoi? Evil Dead raconte l'histoire de 5 jeunes gens qui se rendent pour leurs vacances dans une ancienne cabane, perdue au fin fond de la forêt. Malheureusement pour eux, ils vont y réveiller une force maléfique, qui ne leur voudra pas que du bien. Pour les rares personnes qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre, ne vous inquiétez pas, je vais essayer un maximum de ne pas spoiler. Quand il y aura vraiment un gros divulgachage de famille, je vous préviendrai et vous indiquerai avec un timecode à quel moment de la vidéo vous devrez vous rendre pour garder vos oreilles vierges. Mais pour pouvoir parler de ce film en profondeur, il va falloir que je retrouve le boîtier ultime qui recèle tous ses secrets. Objet mythique qui est malheureusement considéré comme perdu depuis belle lurette. Et c'est à ce moment que je suis fier de vous annoncer que j'ai trouvé lors d'une de mes dernières expéditions la carte qui indique l'emplacement de cet objet. Il y a juste un petit bémol, la charmante personne qui m'a échangé cette carte contre d'anciennes runes, une vieille dame vêtue d'une étrange robe noire usée par le temps, qui arborait un nez acéré et possédait des yeux si sombres qui, quand ils m'observaient, j'avais la curieuse impression qu'ils absorbaient mon âme. Cette charmante personne m'a conseillé de faire très attention car apparemment le boîtier d'Evil Dead, selon elle, serait protégé par une entité maléfique. Mais bon, s'il faut commencer à croire tous les ragots qu'on nous raconte, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, si vous voulez bien, je vais partir à la recherche de ce fameux boîtier d'Evil Dead. Et une fois trouvé, je reviendrai ici pour en parler en profondeur. Quant à vous, installez-vous confortablement au fond de votre canapé et on est parti.
voilà de retour. Tout à l'heure, en ouvrant ce boîtier, j'ai pu découvrir tous les secrets que recelait le film. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air et pourquoi pas vous abonner. Et comme vous le savez, c'est un moyen rapide et gratuit de soutenir la chaîne. Allez, trêve de bavardage et on est parti. Commençons par le commencement. Samuel Marshall Remy, alias Sam Remy, est né le 23 octobre 1959 à Royal Oak. Il aura très vite un petit frère, Ted Remy, qui fera divers caméos dans les futurs films de son aîné. Ce que vous devez savoir concernant la jeunesse du futur réalisateur, c'est qu'il a toujours été éduqué durant son enfance par le cinéma, les comics et les cartoons, chose qui, vous verrez, aura une forte influence sur son cinéma. À l'âge de 16 ans, en 1975, Sam Remy fait la connaissance de Bruce Campbell, qui deviendra très vite son meilleur ami et son acteur fétiche, qui reviendra souvent jouer dans ses films. Pour la petite anecdote, les deux sont nés dans le même hôpital de la même ville. Ils étaient vraiment destinés à se rencontrer, ces deux-là. Mais revenons en 1975. Les deux jeunes hommes deviennent très vite amis grâce à leur passion commune, qui est le cinéma, et leur envie respective de faire des films. D'ailleurs, ils n'attendront pas longtemps pour se lancer dans leur plus grand rêve. Sam Remy va prendre la caméra 8 mm Eastman Kodak de sa famille et commencer à tourner des courts-métrages avec Campbell, son petit frère Ted et d'autres de leurs amis. Pour améliorer un maximum leurs petits films amateurs et les rendre le plus impactants possible, Sam Remy et Bruce se rendent dans des petits cinémas qui diffusent des films d'horreur à petit budget. Ils y observaient attentivement le public pour voir quelles scènes déclenchaient de fortes réactions sur ce dernier. Campbell dira que cet exercice les a fortement aidés dans leur façon de penser leurs films. Il dira, je cite, « Le message était très clair, garder un rythme rapide et acharné, et une fois que l'horreur commence, ne jamais rien lâcher. Plus c'est sanglant, plus on rit », est également devenue notre principale directive. La joyeuse petite bande commence ainsi à faire une vingtaine de courts-métrages pour s'essayer concrètement au métier du cinéma. D'ailleurs, leur production ne passera pas inaperçue, car ils auront de nombreux retours positifs lors de projections de leurs films, dans leur école notamment, ou dans les petites salles de cinéma du quartier qui acceptent de diffuser leurs courts-métrages. Très vite, la fine équipe va vouloir passer un cap, celui de réaliser enfin leur premier film pour le cinéma, et qui ne sera plus destiné juste à leur quartier, mais à toute l'Amérique entière, et pourquoi pas le monde entier. Mais pour cela, il fallait absolument que Sam Remy trouve des financements, parce qu'un film ça coûte cher. C'est alors qu'il eut l'idée de faire un court-métrage qui sera une sorte de condensé de 32 minutes, ayant pour but de montrer concrètement à quoi pourrait ressembler leur premier film. C'est ainsi que Sam Remy et sa bande lancent le court-métrage nommé Within the Wood, un prototype du futur Evil Dead. You're gonna protect me? Yeah. It's grave for all eternity. Une fois le projet terminé, Sam Remy se dépêche de le présenter aux membres de sa famille, aux voisins et ses amis, dans le but de recevoir justement des financements. Ce qui va fonctionner, mais celui qui mettra le plus d'argent sera Andy Grainger, propriétaire de nombreuses salles de cinéma. Et Sam Remy et sa bande vont même réussir à avoir un prêt de la banque. Là, vous allez me demander, mais comment ont-ils réussi à convaincre un aussi gros investisseur? Tout simplement avec de l'audace, mes braves. À chaque fois que des doutes ont été émis par les futurs investisseurs, Remy et Campbell ont fait croire qu'ils avaient tout prévu et qu'ils contrôlaient la situation. Alors qu'à ce moment précis, ils n'avaient que 14 pages de scénario. 14 pages. En gros, rien du tout. Ah, l'audace, mes chers, l'audace. Il n'y a que ça de vrai. Et finalement, ils arrivent à rassembler 90 000 $. Attendez une minute. Une bande d'étudiants non professionnels avec 90 000 $. On fait un des films les plus iconiques de l'histoire du cinéma, et à côté, tu as des types avec 150 millions qui n'arrivent même pas à faire un film qui lui arrive à la cheville. Et des personnes osent appeler ces gens-là des gens talentueux. Mais comment c'est possible? Donc maintenant que le film est financé, il ne reste plus qu'à le faire. Sauf qu'à ce moment-là, Sam Remy, Bruce Campbell et son frère sont encore étudiants, je vous le rappelle. Faire un film et en même temps se rendre en cours pour faire les études, ça ne simplifie pas la tâche. Donc, qu'ont-ils décidé de faire? D'abandonner leurs études, tout simplement. Ah, l'audace. L'audace. Ensuite, comme toute production à faible budget qui se respecte, ils décidèrent de faire un casting dans le sous-sol de leurs parents. Ah faut faire avec les moyens du bord. Bruce Campbell était naturellement déjà choisi pour un rôle au sein du métrage. Il fut décidé qu'il incarnera Ash Williams. Furent engagés par la suite Helen Sandweiss, qui prit le rôle de Cheryl Williams, la sœur de Ash. Fut ensuite trouvé Al Delrich pour le rôle de Scott, qui est le petit ami de Shady, interprété quant à elle par Teresa Tilly. Puis Betsy Baker, qui joua Linda, la petite amie de Ash. Concernant les maquillages, qui allaient être quand même très importants, c'est Tom Sullivan qui fut engagé et qui travailla par la suite sur toute la trilogie d'Evil Dead, et également sur La Mouche 2. Voilà, petite info comme ça, c'est cadeau. Il leur fallait aussi une voiture pour que les personnages puissent se déplacer jusqu'à la cabane présente dans le film, et pour économiser sur leur maigre budget, Sam Raimi décida d'utiliser sa propre voiture pour les besoins du film. La fameuse Oldsmobile Delta 88 Royale de 1973, qui deviendra un élément iconique de la saga Evil Dead.
au point où Raimi lui fera faire plusieurs caméos au sein de ses propres films. Nous sommes alors en octobre 1979 et Sam Raimi vient d'avoir 20 ans. L'équipe pour le film est au complet et il va décider de quitter le Michigan pour se rendre dans le Tennessee, histoire d'éviter l'hiver froid du Michigan. Mais pas de chance, cette année fut fort particulière et le Tennessee enregistra un de ses hivers les plus froids, tandis que le Michigan enregistra un de ses hivers les plus doux. Ah ça c'est pas de bol. Une fois sur les lieux du tournage, Sam Raimi et son équipe se mirent au travail sans plus tarder. Il faut savoir que pour cette production, qui jusqu'alors était la plus ambitieuse du réalisateur, il échangea sa caméra 8 mm contre une caméra 16 mm. C'est aussi pour cela que l'image du film, même avec les remasters, est extrêmement granuleuse. C'est une spécificité des pellicules qui sont dans les caméras 16 mm. Mais j'ai personnellement toujours trouvé que ces images sales allaient parfaitement avec le film d'horreur, ajoutant quelque chose en plus aux scènes dérangeantes, choquantes, gore ou violentes. Comme si l'image salissait encore plus ce qui était présenté dessus. D'ailleurs, le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper a été tourné avec le même format de pellicule, le 16 mm. Et là aussi, l'image est extrêmement granuleuse. Et c'est ainsi que débuta le tournage de Book of the Dead. Oui, vous avez bien entendu. Car à l'origine, le film devait s'appeler ainsi, et non Evil Dead. Et pourquoi est-ce que ça a changé ? On y reviendra plus tard. Tournage qui sera extrêmement rude pour tous les membres de l'équipe. I can't do that forever. Si ce n'est Sam Raimi qui semble s'amuser malgré tous les problèmes que rencontre l'équipe. Il avouera même plus tard qu'il sentait qu'il travaillait bien mieux en se sentant stressé. Le film aurait dû se terminer en 6 semaines et en prendra finalement 12 pour être concrétisé. Sans compter les innombrables reshoots qui ont dû être faits, et cela des mois après que le tournage de base était terminé. Mais le pire, selon les acteurs, était que la cabane n'avait ni eau courante, ni électricité, ni chauffage. Et pour ne rien arranger, comme le tournage prend du retard, l'équipe se voit dans l'obligation de tourner une majorité des scènes de nuit. En prenant en compte le froid qu'il faisait à cette période de l'année, qui était, je vous le rappelle, en hiver, je veux bien croire que ce n'était pas si simple. Sans compter que pour économiser sur les prothèses et les maquillages, les acteurs devaient passer plusieurs jours avec les prothèses et les maquillages sur eux. Donc dormir avec, ne pas se laver, etc. Après de longues semaines de tournage, des mois d'écart où il ne se passait strictement rien, puis ensuite des reshoots qui ont été faits, le film est enfin dans la boîte. Tout le monde rentre chez lui, sauf Sam Raimi qui doit se rendre dans un studio de montage pour monter le film. Et ouais, ça va pas se faire tout seul. Il aura d'ailleurs à ses côtés ni plus ni moins que Joel Cohen, un de ses amis qui va l'aider. Oui, je parle bien de ce Joel Cohen-là. Le Joel des frères Cohen. Diantre, c'est fou comme le monde est petit. C'est finalement en 1980 que le film sort dans les salles de cinéma. Sam Raimi n'a alors que 23 ans et n'est pas encore le réalisateur populaire qu'il est destiné à devenir. Non, car le film n'est malheureusement montré que dans les cinémas de Détroit. Raimi réussira à débloquer la situation en rencontrant Irving Shapiro, un distributeur qui accepte de mettre en avant les films les plus underground qui soient. Ce dernier accepte rapidement de distribuer le film à une condition, que Sam Raimi change le titre de son film. Selon Shapiro, personne ne voudrait voir un film avec le mot livre dans le titre. Et ouais, faudrait pas que le public prenne peur face à ce mot maléfique synonyme de tant de malheur. Non mais, après plusieurs propositions assez saugrenues telles que « Lick the blood of my shovel », donc littéralement « lèche le sang de ma pelle », Sam Raimi finit par choisir The Evil Dead. Maintenant que le titre a changé, le producteur accepte de distribuer le film et de faire la pub de ce dernier. Le film sera même présenté hors compétition au Festival de Cannes de 1982 où il recevra les éloges de Stephen King. Ce qui aura comme conséquence d'attirer l'attention de nombreux producteurs, dont New Line Cinema, qui acceptera à son tour de proposer le film en salle et de faire de la pub pour ce dernier pour attirer les gens dans les salles de cinéma. C'est ainsi que le budget du film finit par arriver à 375 000 $. Budget qui sera vite remboursé car même si le film est majoritairement proposé durant les fameuses séances de minuit, il arrive en fin d'exploitation en salle avec un box-office de 2 millions de $. Il fut donc une belle réussite commerciale, tout comme critique, car il reçut une grosse majorité d'avis fort positifs. Mais c'est surtout avec les ventes des VHS que le film va commencer à réellement cartonner, puis carrément à exploser mondialement une fois l'arrivée d'Internet dans les foyers. Pour arriver à aujourd'hui où il est considéré comme un film culte du cinéma d'horreur, qui est même considéré par certains comme le meilleur film du genre. Enfin, je dis ça, mais malgré son statut de film culte, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins connu, surtout auprès d'un public qui est né après les années 2000. J'ai l'impression qu'une grande majorité n'ont jamais vu le film, même les mordus de films d'horreur. Et ceux qui l'ont vu considèrent le film comme un machin fauché et tordu, dans lequel on y voit une des scènes les plus barrées de l'histoire du cinéma, où une jeune femme se fait transpercer l'entrejambe par un vil végétal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour remettre ce chef-d'œuvre du cinéma sur le devant de la scène et montrer en quoi il est impératif, si vous aimez un minimum le cinéma ou les films d'horreur, ou mieux les deux, de voir ce film qui vous marquera à tout jamais. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, vous prouvez en quoi Evil Dead fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Est-ce que vous vous souvenez quand Bruce Campbell disait que pour leur film, l'équipe devait garder un rythme rapide, acharné et de ne jamais rien lâcher? Ce point a été totalement respecté dans le film de Sam Raimi et cela avec une maestria qui relève tout simplement du génie. Le film débute, le titre apparaît et on est directement plongé dans le long métrage à travers la vue du démon, qui se déplace et termine sa course au passage d'une voiture sur une route perdue au milieu de nulle part. À l'intérieur, nos personnages, qui nous sont d'entrée de jeu présentés comme des proies. Le film a débuté il y a 58 secondes et nous avons déjà la présentation de l'antagoniste et des protagonistes. Durant le trajet pour arriver jusqu'à la cabane, nos personnages vont frôler l'accident avec une camionnette roulant dans le sens inverse, puis prendre des risques en roulant par-dessus un pont. Le rythme est donc soutenu et ne lâche pas le spectateur, quand soudainement tout devient plus calme et qu'une musique angoissante laisse entendre ses premières notes. La voiture de nos héros s'enfonce doucement dans les bois. Ils arrivent devant la fameuse cabane qui sent la malédiction à des kilomètres. Pour ne réarranger, une balançoire banc bouge seule et vient se heurter avec un bruit lourd contre le mur de la cabane, rajoutant une couche à l'aspect hanté des lieux et plus que cela, un petit côté western. Balançoire qui va subitement s'arrêter comme pour annoncer que les choses sérieuses commencent maintenant. Nous sommes toujours au début du film et nos personnages sont en train de s'installer, et le démon frappe déjà. Puis nous entrons dans la fin de l'introduction avec cette scène, qui va se conclure sur l'élément déclencheur, l'instant où les 5 jeunes réveillent définitivement le démon. Donc comme nous avons pu le voir, il a fallu moins d'1 minute au film pour introduire l'antagoniste et les protagonistes, moins de 10 minutes pour entrer dans le vif du sujet, et à partir de 19 minutes, le film entre totalement dans l'horreur jusqu'au générique de fin. Donc cette introduction ne perd pas de temps et va directement à l'essentiel. Ce qui est d'autant plus plaisant quand on sait que bien trop de films d'horreur se permettent des introductions qui durent bien trop longtemps, par exemple une trentaine de minutes, si ce n'est pas parfois carrément 1 heure de film, avant de plonger le spectateur dans l'horreur ou de lui faire ressentir un quelconque frisson. Ce qui bien souvent est la preuve flagrante qu'un réalisateur pense que son public ne va pas réussir à plonger dans son film et à croire à ce qu'il raconte. Donc on rallonge l'introduction avec des explications vaseuses et à foison pour faire passer la pilule et faire croire au fantastique et au surnaturel. Donc tout le contraire d'Evil Dead qui dès les premières secondes nous montre directement le démon et donc son aspect fantastique. D'ailleurs une fois que le démon est éveillé, nous avons le droit à une succession de scènes horrifiques qui ne laisseront aucun répit au spectateur. Ce film, c'est des baffes dans la gueule à chaque instant. Et ça ne s'arrête jamais. C'est simple, le film fait 1h25 et pas une seconde de la pellicule n'est gâchée. Chaque scène est une opportunité pour proposer de nouvelles choses, que ce soit dans le scénario, dans la mise en scène, dans l'aspect jouissif ou gore, ou parfois tout ça à la fois en même temps. Le film a tellement à offrir que vous avez beau le voir des dizaines de fois, à chaque visionnage, vous découvrirez encore de nouvelles choses. Bien sûr, quand on est si généreux, il ne faut pas se répéter dans les scènes d'action et d'épouvante, sinon le public se lasse très vite devant le film. C'est pourquoi Sam Raimi a mis les bouchées doubles pour qu'aucune, je dis bien aucune, scène ne se ressemble et que chaque nouvelle séquence propose son lot de nouveautés. Je vous le dis, le niveau d'inventivité de ce film est juste dingue. Dingue. On y reviendra dans les détails plus tard, mais je peux déjà vous dire ici que rarement un film d'horreur, que dis-je, dans un film tout court, j'ai vu autant d'inventivité, de propositions et d'imagination. Il en va de même pour les scènes gore et sanglantes qui sont extrêmement généreuses et qui renvoient au placard toutes les scènes pseudo-sanglantes que l'on peut voir dans les films d'horreur actuels. Et vous pensiez que tout cela était assez pour Sam Raimi? Eh non. Car il a tout simplement décidé que tout ce que je viens de dire c'était pas assez et qu'il fallait en mettre encore plus. Et ce point supplémentaire, c'est la mise en scène qui, elle, est juste extrêmement inventive et totalement folle. Et qui en plus de cela se renouvelle constamment durant le film. Il y a une idée de mise en scène par plan dans ce film. Ah, je ne vous avais pas menti quand je vous disais que Evil Dead était dingue. Et mon Dieu, qu'est-ce que ce film est généreux! On dirait vraiment qu'il n'a strictement aucune limite. À chaque scène, on se dit que le film ne pourra pas aller plus loin, et 2 minutes plus tard, il nous montre qu'on avait totalement tort. Sans oublier que le scénario ne propose pas juste une bande d'amis qui se fait tuer, ça va bien plus loin et c'est bien plus intéressant que ça. Evil Dead fait partie de ces rares films qui nous font oublier que vous êtes une